Suite à la réforme du lycée, un nouveau programme est proposé, notamment en classe de seconde pour cette vidéo, et nous allons faire la lecture de la partie corps humain et santé, notamment procréation et sexualité humaine. L'éducation à la sexualité, qui a commencé dès l'école, se fonde sur des connaissances scientifiques clairement établies. L'étude du thème procréation et sexualité humaine gagne à être articulée au parcours éducatif de santé, en interaction avec les professionnels de santé de l'établissement et d'autres disciplines. Corps humain, de la fécondation à la puberté. Les connaissances. Dans le champ biologique, l'identité sexuée est fondée sur le sexe chromosomique et génétique qui induit les caractéristiques sexuelles anatomiques et physiologiques de la personne. La mise en place de l'organisation et de la fonctionnalité des appareils sexuels se réalise sur une longue période qui va de la fécondation à la puberté. Les notions fondamentales. Hormones sexuelles, c'est-à-dire testostérone, progestérone, œstrogène. Les organes cibles, les follicules, le corps jaune, les cellules interstitielles, les tubes séminifères, le gène SRY, les gonades indifférenciées et différenciées. Les capacités. Extraire et exploiter des informations de différents documents et ou réaliser des observations microscopiques et ou mettre en œuvre une démarche historique pour identifier soit les relations entre sexe, génétique et organisation anatomique et physiologique, soit ou les deux à la fois, le fonctionnement des organes génitaux au cours de la vie. Deuxième capacité, traduire certains mécanismes sous forme de schémas fonctionnels. Précision. Le développement embryonnaire et fœtal des organes génitaux n'est pas étudié. Seul est montré le lien entre la présence du gène SRY et la transformation des gonades indifférenciées, sans entrer dans le détail des mécanismes génétiques et moléculaires expliquant l'influence du sexe génétique sur le sexe phénotypique. L'étude des anomalies génétiques ou développementales n'est pas traitée de manière exhaustive. Cerveau, plaisir et sexualité. Les connaissances. Chez l'homme et la femme, le système nerveux est impliqué dans la réalisation de la sexualité. Le plaisir repose notamment sur des mécanismes biologiques, en particulier l'activation dans le cerveau du système de récompense. Les facteurs affectifs et cognitifs, ainsi que le contexte culturel, ont une influence majeure sur le comportement sexuel humain. Les notions fondamentales. Composantes biologiques de la relation entre sexualité et plaisir. Cerveau et système de récompense plaisir dans l'espèce humaine. Structure cérébrale et composantes affectives, motivationnelles et cognitives. Les capacités. Identifier les structures cérébrales qui participent au processus
de récompense à partir de documents et données médicales et expérimentales. Différencier à partir de la confrontation de données biologiques et de représentations sociales ce qui relève, premier point, de l'identité sexuelle, des rôles en tant qu'individus sexués et de leurs stéréotypes dans la société, qui relèvent de l'espace social. Deuxième point, de l'orientation sexuelle, qui relève de l'intimité des personnes. Troisième capacité, effectuer des comparaisons évolutives avec les comportements reproducteurs des autres mammifères. Précision. Les autres composantes de la sexualité, c'est-à-dire psycho-affectives et sociales, sont abordées. On veille à ne pas limiter la relation entre sexualité et plaisir à la seule composante biologique. Les mécanismes cérébraux du plaisir sont étudiés seulement d'une façon globale, activation des zones cérébrales par exemple, sans explicitation des phénomènes cellulaires. Il s'agit de montrer que l'activité sexuelle dans l'espèce humaine est dépendante à la fois des hormones sexuelles et des zones cérébrales impliquées dans le plaisir et qui peuvent, par ailleurs, être activées en dehors des activités sexuelles. Hormones et procréation humaine. Les connaissances. Le fonctionnement de l'appareil reproducteur repose sur un dispositif neuro-endocrinien faisant intervenir l'hypothalamus, l'hypophyse et les organes sexuels. La connaissance de plus en plus précise des hormones naturelles endogènes contrôlant les fonctions de reproduction humaine a permis progressivement la mise au point de molécules de synthèse exogènes qui leurrent ce système et permettent une maîtrise de la procréation avec de moins en moins d'effets secondaires. Chez la femme et chez l'homme, ces molécules de synthèse sont utilisées dans la contraception régulière, c'est-à-dire par exemple la pilule. Dans la contraception d'urgence féminine, les hormones contragestives dans le cadre de l'interruption volontaire de grossesse, IVG, médicamenteuse, ainsi que la contraception hormonale masculine. D'autres modes de contraception existent chez l'homme et la femme. Certains permettent de se protéger des infections sexuellement transmissibles, les IST, et d'éviter leur propagation. Selon les problèmes de stérilité ou d'infertilité, différentes techniques médicales peuvent être utilisées pour aider à la procréation. Par exemple, assistance médicale à la procréation, AMP, hormones pour permettre ou faciliter la fécondation et ou la gestation. Les notions fondamentales, hormones et neurohormones hypothalamo-hypophysaires, FSH, LH et GnRH. Mode d'action biologique des molécules exogènes. Les capacités. Mettre en œuvre une méthode, par exemple démarche historique, et ou une utilisation de logiciels, exemple visualisation de modèles moléculaires, réalité augmentée,
et ou une pratique documentaire pour expliquer le mode d'action des molécules exogènes agissant comme des leurres. Deuxième capacité, recenser, extraire et organiser des informations pour relier les causes de stérilité ou d'infertilité au choix des modalités de l'assistance médicale à la procréation. Troisième capacité, extraire et exploiter des données pour relier la prévention contre les IST, par exemple sida, hépatite, papillomavirus, etc., à la vaccination ou l'utilisation du préservatif. Quatrième capacité, montrer les applications biotechnologiques découlant des connaissances scientifiques. Précision. La connaissance des différents types de rétrocontrôle n'est pas attendue. Il s'agit de montrer comment des molécules exogènes peuvent agir comme des leurres pour empêcher la production des ovocytes ou des spermatozoïdes, pour désynchroniser le fonctionnement de l'appareil reproducteur chez la femme ou empêcher le développement de la muqueuse utérine. Les mécanismes cellulaires de l'action des hormones, de même que les voies de leur synthèse, ne sont pas au programme. Le lien est établi entre certaines étapes des techniques de l'assistance médicale à la procréation ou d'interruption volontaire de grossesse et les connaissances scientifiques qui permettent de les expliquer et d'évoquer leur cadre éthique. Micro-organismes et santé. Les élèves abordent deux types de relations entre l'être humain et les micro-organismes et les replacent dans les écosystèmes dans lesquels elles évoluent. Des relations bénéfiques de type symbiotique, où les micro-organismes remplissent des fonctions contribuant à la santé de notre organisme. Des relations avec des agents pathogènes qui peuvent avoir une très grande importance en santé publique, en France comme au niveau mondial, car ils sont responsables de potentielles flambées épidémiques. Agents pathogènes et maladies vectorielles. Connaissance. Certaines maladies causées par des agents pathogènes sont transmises directement entre êtres humains ou par le biais d'animaux tels que les insectes. On parle de maladies vectorielles par exemple. Les agents pathogènes, virus, certaines bactéries ou certains eucaryotes vivent aux dépens d'un autre organisme appelé hôte, devenu leur milieu biologique, tout en lui portant préjudice. On parle de symptômes par exemple. La propagation du pathogène se fait par changement d'hôte. Il exige soit un contact entre hôtes, soit par le milieu ambiant, air et eau, soit un vecteur biologique qui est alors l'agent transmetteur indispensable du pathogène. Il assure la maturation et ou la multiplication du pathogène. Le réservoir de pathogènes peut être humain ou animal, malade ou non. La propagation peut être plus ou moins rapide et provoquer une épidémie, principalement avec les virus. La connaissance de la propagation du pathogène, voire s'il y en a un du vecteur, permet d'envisager
les luttes individuelles et collectives. Les comportements individuels et collectifs permettent de limiter la propagation, par exemple gestes de protection, mesures d'hygiène, vaccination, etc. Le changement climatique peut étendre la transmission de certains pathogènes en dehors de leur zone historique. Notions fondamentales: pathogène, vecteur, réservoir à pathogènes, cycle évolutif, épidémie-endémie, mode de transmission, traitement, prophylaxie, vaccin, porteur sain. Les capacités: exploiter des bases de données permettant de connaître la répartition, la prévalence ou l'impact en termes de santé publique d'une maladie à transmission directe et ou vectorielle. Deuxième capacité, exploiter des données issues de l'histoire des sciences pour comprendre la découverte des maladies liées à des pathogènes à transmission directe et ou vectorielle et leur traitement. Troisième capacité, observer des frottis sanguins d'individus atteints de paludisme. Quatrième capacité, observer des appareils buccaux d'insectes vecteurs d'agents pathogènes. Cinquième capacité, exploiter des documents montrant les modes de lutte contre les maladies vectorielles en France et dans le monde. Sixième capacité, identifier, dans le cas du VIH, les conduites limitant la propagation de la maladie. Septième capacité, appliquer les connaissances acquises à d'autres exemples choisis pour leur intérêt local ou de santé publique et pour permettre aux élèves d'exercer les compétences attendues sur d'autres cas de maladies, chikungunya, dengue, maladie de Lyme, toxoplasmose, etc. Précision. L'objectif n'est pas de faire connaître la grande variété des maladies causées par des pathogènes, mais d'en faire comprendre les problématiques actuelles dans les pays en difficulté économique, politique et sanitaire, ainsi que dans les pays à économie favorable, à partir d'un ou deux exemples actuels et sociétaux de maladies. On s'appuiera sur les exemples d'une maladie à transmission directe, par exemple le VIH, et à une transmission vectorielle, par exemple le paludisme. Microbiote humain et santé. Les connaissances. Le microbiote humain représente l'ensemble des micro-organismes qui vivent sur et dans le corps humain. Les interactions entre hôte et microbiote jouent un rôle essentiel pour le maintien de la santé et du bien-être de l'hôte. La composition en micro-organismes et la diversité du microbiote sont des indicateurs de santé. Le microbiote se met en place dès la naissance et évolue en fonction de différents facteurs comme l'alimentation, présence de fibres par exemple, ou les traitements antibiotiques. Le microbiote intestinal a un rôle indispensable dans l'immunité et dans la digestion. Certaines bactéries ont des propriétés anti-inflammatoires. Les travaux sur le microbiote établissent des corrélations entre des compositions du microbiote et des pathologies.
La modulation du microbiote ouvre des pistes de traitement dans certains cas de maladie. Certains micro-organismes, normalement bénins du microbiote, peuvent devenir pathogènes pour l'organisme, notamment en cas d'affaiblissement du système immunitaire. Notion fondamentale: symbiose, hôte et microbiote, unicité et diversité du microbiote, habitudes alimentaires et évolution du microbiote, microbiote maternel et construction de la symbiose hôte-microbiote, compétition entre microbes. Capacité: calculer la proportion de microbiote ou de microbes présents dans un individu par rapport à son nombre de cellules. Deuxième capacité: observer un frottis de bactéries du microbiote de vertébrés. Troisième capacité: exploiter des expériences historiques établissant des relations entre bactéries et santé. Quatrième capacité: analyser, comparer, critiquer des informations sur les effets scientifiquement prouvés du microbiote et sur l'utilisation du microbiote en santé humaine. Cinquième capacité: savoir évaluer les précautions hygiéniques nécessaires au plus juste, fréquence et pertinence des lavages de mains et utilisation de gel hydroalcoolique. Précision: les notions doivent être abordées avec un nombre limité d'exemples. La connaissance des pré- ou probiotiques n'est pas attendue. La lecture est terminée. Merci.